Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité et bienvenue dans ce JT politique au cours duquel nous recevons d'abord à ma droite, nous recevons, comme vous le voyez, le directeur de publication du journal La Lettre des Citoyens, Mamana Abdou. Merci d'être venu, Mamana Abdou. Merci. À ma gauche, nous avons Garé Amadou, journaliste professionnel. Merci d'être là, Garé. Nous attendons d'un moment à l'autre l'arrivée de notre troisième invité. Cela dit, les jours, les semaines passent. La liste des membres du futur gouvernement qui prendra en compte l'arrivée du MNSD Nassara dans la gestion des affaires courantes de l'État est toujours attendue par les citoyens nigériens. Pendant ce temps, dans sa vie et sa composition fragile, l'opposition nigérienne se réorganise à nouveau, tournant ainsi la page du MNSD Nassara. C'est à travers la création la semaine dernière du Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République, le FRDDR. Composé de 10 formations politiques, ce regroupement entend combattre le pouvoir personnel et toute forme de discrimination et de velléité discriminatoire à son égard. C'est un front, selon les responsables, qui a pour objectif principal de restaurer la démocratie que les leaders de ce front estiment être confisquée depuis quelque temps. Les 10 partis politiques sont le MNRD Hankouri, c'est le parti de Haman Ousmane, le Modern FA Lumana de Hama Amadou, le MDC Yarda, le MDN Koukari, l'ORDN Tarmamoua, Racing Hadinkai, PNPD Akal Kassé, UNI, UDF et Amunti. Nous allons revenir dans quelques instants, bien entendu, le temps de brosser les différents obstacles liés à la formation du gouvernement dit d'union nationale. Garé, une fois de plus, merci d'être venu. Alors nous l'avons un peu évoqué. Qu'est-ce qui retarde aujourd'hui la formation du gouvernement dit d'union nationale? Oui, il faut bien dire que même si le régime a salué l'arrivée du MNSD Nassara, c'est une situation assez compliquée, il faut le reconnaître. Vous comprenez? Parce que, je l'ai dit sur l'autre plateau, l'arrivée du MNSD Nassara n'était pas nécessaire, mais elle est utile quand même. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas refuser quelqu'un qui vient, qui dit qu'il veut vous aider. Maintenant, ça crée une situation qu'il faut gérer vraiment avec délicatesse. Pourquoi je le dis? Parce que la mouvance pour la renaissance du Niger, c'est les partis politiques qui ont soutenu le président de la République depuis les préparatifs du second tour pour lui permettre de gagner des élections. Bien. On a un gouvernement de 42 membres, non? Donc, qui est composé du parti présidentiel et les autres partis qui ont soutenu la cinquantaine ou 52, 53 partis politiques qui ont soutenu le président. Et il y a une majorité confortable à l'Assemblée nationale, 118 députés. Vous comprenez, sur les 171. Donc, a priori, il y a la sérénité de la maison. Vous comprenez? Il y a le calme. Il y a le calme, il y a la tranquillité. C'est-à-dire qu'il y a de quoi voir l'avenir vraiment en toute quiétude. C'est-à-dire vraiment, c'est... Bon, maintenant, il y a une nouvelle situation qui se crée. Le MNSD, son bureau politique se réunit. Après 3 mois vraiment de tractation, le MNSD décide que bon, il va rejoindre la mouvance présidentielle. C'est une bonne chose pour le Niger. Vous comprenez? Parce que le MNSD va venir encore renforcer une situation déjà de stabilité et ce qui va permettre aux partenaires extérieurs de constater que le Niger est un pays où vraiment les partis politiques sont en train tous de se diriger vers les actions de développement. L'unisson existe. À l'unisson, ça permet aux bailleurs de fonds, aux investisseurs de se dire que non, c'est un pays sûr. Ça crédibilise. Ça crédibilise, c'est un pays sûr dans lequel on peut investir de l'argent. Donc, c'est une arrivée utile. Maintenant, si le MNSD est bien, il y a plusieurs paramètres. Le MNSD va certainement rentrer le gouvernement, mais aussi dans d'autres structures, puisqu'ils veulent participer à la gestion de l'État dans le cadre de l'intérêt national. C'est une très bonne chose. Mais maintenant, il faut ménager les susceptibilités au niveau de la mouvance pour la renaissance. Parce que des sacrifices seront à faire. À supposer même que l'équipe gouvernementale soit maintenue à 40. Donc ça veut dire que quel que soit Alpha, il faudra que des sacrifices soient faits pour que le MNSD puisse rentrer. Les gens parlent de 5 postes de ministre, je ne sais pas, mais quel que soit,
le nombre de postes de ministre que le ministre peut avoir, c'est que des sacrifices vont être faits. Aussi bien par le parti présidentiel que les partis alliés. Et ça, pour expliquer ça, pour permettre aux gens d'avaler, parce qu'il ne faut pas qu'on se fasse des illusions, un parti n'est jamais content quand on lui dit que non, vous aviez 4 ministres, mais maintenant, avec la formation de ce gouvernement-là, vous allez avoir 3 ministres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des cadres de ce parti qui ont déjà commencé à travailler, n'est-ce pas, qui ont déjà mis en place leur ministère avec leur comment on appelle ça, leur direction et tout, bon, ces cadres-là, on va leur dire que, bon, écoutez, vous avez fini, maintenant, on va jumeler votre poste ministériel à un autre ministère, etc. Parce qu'il est question de ramener la tête gouvernementale, selon certaines informations, Très bien. à une taille un peu plus raisonnable. Très bien. Alors, Maman Abdou, alors est-ce que le chef de l'État, quelque part, ne subit pas la pression interne de la mouvance pour la renaissance du Niger, dans le cadre de la formation de ce gouvernement dit d'union nationale, puisque ça tarde? Merci. Ça tarde pour qui? La composition, puisque les citoyens attendent. C'est la grande question, la grande interrogation qu'il fallait se poser. Qui sont pressés de rentrer dans le gouvernement et qui dit que aussitôt que le MNSD Nassara et les citoyens nigériens, aussitôt que le MNSD a fait sa déclaration, 24 heures, 48 heures après, il va rentrer dans le gouvernement. Non, soyons sérieux envers les uns et les autres. Les citoyens, c'est tout à fait normal. Il y a d'autres qui veulent, effectivement, c'est vrai, le MNSD est un peu acculé, ils veulent participer à la gestion de l'État, ça, tout le monde le connaît. Mais ce n'est pas une occasion, ou bien c'est ce qui va précipiter à la formation de ce gouvernement. Nous sommes dans un État responsable qui a effectivement un certain nombre d'exigences à observer, même dans la formation de ce gouvernement. Vous avez vu toutes les déclarations du MNSD, y compris celles du bureau politique. Ils ont demandé à leur président de négocier. Voilà. Donc il y a un temps pour la négociation, de défendre les intérêts du parti. Donc pourquoi les gens sont pressés de voir le MNSD demain dans un gouvernement? Non, même le parti politique. Non, je sais. Même le parti politique a donné mandat au président. Est-ce que le mandat même a commencé? Est-ce qu'il a commencé à faire les tractations? Vous savez que lorsque cette déclaration était parvenue, le président n'était même pas en Niamey, il était en vacances. Il aurait fallu qu'il revienne d'abord pour maintenant voir dans quand est-ce qu'on va commencer d'abord les négociations avec le président du parti. Cela veut dire que jusqu'à présent, les négociations n'ont pas débuté, c'est ce que vous voulez dire? Je ne sais rien, mais je sais que c'est quelque chose qui va prendre du temps. Il faut que les gens apprennent à observer, à jouer avec le temps. Donc il ne faut pas dire que non, ça commence par-ci parce que le MNSD a demandé tel poste ou tel poste, j'entends des rumeurs, ça c'est de son intoxication. Le président de la République est libre à tout moment de changer son équipe gouvernementale et de prendre qui il veut. Cette fois-ci, le MNSD est venu, ils ont dit qu'ils vont participer à la gestion. Ils vont saisir la main tendue, puisque d'abord le premier pas c'est le président qui l'a fait. Maintenant, ils ont répondu à cet appel. Donc il faut que les gens se calment. C'est lui qui va décider. Que les ardents se calment. Il faut que le MNSD se calme. Non, ce n'est pas le MNSD. Le MNSD n'est pas en train de s'agiter. Ce n'est pas le MNSD qui s'agite, ou bien ce n'est pas les militants du MNSD qui s'agitent. C'est une autre opinion et d'autres personnes, d'autres individus qui s'agitent pour que, effectivement, ils montrent que cette affaire du départ du MNSD n'est pas saine, n'est pas parfaitement. C'est ça. On connaît les jeux des autres, mais le MNSD n'est pas effectivement pressés parce que eux-mêmes ils vont attendre voir ce qu'on va leur proposer effectivement si le parti d'abord il faut qu'il négocie, il revient encore dire au bureau politique voilà ce qu'on m'a proposé, voilà ce que j'ai négocié. Si le bureau politique avale cette décision, effectivement on la confirme et c'est comme ça que ça se passe. Mais il ne faut pas qu'une certaine opinion très bien, je crois que c'est bien compris à mettre effectivement du sable. Très bien, je crois que c'est bien compris. Mesdames et messieurs, je vous signale l'arrivée de notre troisième invité, Maman Bachar. Maman Bachar est le coordinateur national du Réveil Espérance. Maman Bachar, merci d'être là. Alors nous parlons de la formation du gouvernement national et du gouvernement dit d'union nationale qui tarde. Maman Bachar, vous ne pensez pas que le nouvel allié, notamment le MNSD Nassara, a peut-être trop exigé, trop demandé du chef de l'État, puisque certaines presses parlent de la primature de l'Assemblée nationale? Bon, enfin, a priori, on ne peut pas le dire, mais du point de vue de l'analyse, quand on voit donc la date à laquelle la déclaration a été faite,
surtout, si vous voulez, les réactions de part et d'autre qui s'en étaient suivies, on peut déjà présumer qu'il y a eu des négociations préalables avant même la déclaration. La déclaration a constitué juste d'officialiser justement la décision du MNSD, donc de rallier le programme de la Renaissance Acte 2. Donc si on part de ce principe, donc de ce postulat, on peut évidemment penser que quelques jours après donc cette déclaration officielle, il puisse y avoir un remaniement au sein du gouvernement, de manière à ce que le nouvel allié puisse également s'installer dans la nouvelle équipe et qu'il puisse s'engager à réaliser le programme de la Renaissance Acte 2, qui est celui qui est actuellement en vigueur comme étant la politique publique de l'État du Niger, parce que c'est ce programme qui a été présenté au peuple souverain, et c'est sur la base de ce programme que le président actuellement en exercice s'est engagé justement à gérer les institutions publiques de l'État, notamment le pouvoir exécutif. Alors, Bachar, quelles peuvent être les conséquences, puisqu'on a bien dit que ça tarde, quelles peuvent être les conséquences d'une telle longue attente des militants du MNSD Nassara? Bon, la conséquence, c'est que ça peut donner la perception que en fait la chose n'était pas préparée bien avant. Ça veut dire que c'est en ce moment-là même que les vraies négociations commencent et elles sont en train d'être menées. Deuxième perception que cela peut donner, les gens peuvent également penser que il y a des grincements des dents, c'est-à-dire des mécontentements de part et d'autre. Soit le nouvel allié n'est pas satisfait de ce qu'on lui offre comme portefeuille ou possibilité, puisqu'il n'y a pas que le gouvernement, il y a aussi d'autres institutions, d'autres services publics, comme vous le savez, après chaque élection, auquel on assiste à leur redistribution. Et le troisième postulat, c'est de dire que peut-être également, au sein des alliés, il y a ceux qui menacent évidemment de manifester leur mécontentement du fait que le MNSD est arrivé. Oui, leur part soit substantiellement réduite au profit du MNSD. Je crois que c'est bien compris. Donc, le quatrième postulat. Très brièvement, le temps aujourd'hui. Si vous nous demandez. Allez-y, maman le chéri. Aussi la possibilité de déployer, en tout cas, les idées qui sont ici et là exprimées. Donc, le quatrième élément peut résulter du fait qu'il y a quand même une opinion de plus en plus pressante sur la taille du gouvernement, c'est-à-dire qu'il voit la quarantaine des ministres comme étant exorbitant par rapport à l'économie nationale, par rapport aux capacités réelles des finances publiques à supporter cette charge-là. Très bien. Si il doit y avoir en même temps introduction de nouveaux ministres issus du nouvel allié que le MNSD, et de l'autre côté qu'il y ait une réduction de portefeuille ministériel au sein du gouvernement, vous voyez bien que ces deux soucis croisés peuvent évidemment faire retarder les choses, parce que Très bien. faut Vous avez tout dit. faire des analyses assez minutieuses pour faire les choses avec l'équilibre qu'il faut, pour que d'une part les anciens alliés ne puissent pas rejoindre l'autre camp qui est celui de l'opposition, et de l'autre côté, le nouvel allié ne soit pas mécontent de ce qu'on lui aura offert. Très bien. Gary, pourquoi le président Issoufou accepte ou décide ou en fait montre en quelque sorte sa confiance de travailler quelque part avec un opposant en tout cas pur et simple, qui est le MNSD Nassara, qui ne connaît pratiquement aucune expertise du chef de l'État? Pourquoi collaborer ensemble? Mais parce que c'est un principe qu'un président de la République est élu, de tendre la main à tout le monde. C'est-à-dire que pour un président, si tous les partis de l'opposition disent qu'ils vont venir travailler, le président ne dira pas non. Vous comprenez? Parce que c'est un principe. Et je vous dis, les bailleurs de fonds, ça c'est des critères qui leur permettent de savoir que dans ce pays-là, on peut investir dedans. Il n'y a pas de risque de trouble.
Parce que non seulement la majorité est forte, mais elle est encore plus renforcée parce qu'un parti de l'opposition est venu rejoindre le camp présidentiel. Ce pays-là est un pays sûr, vous pouvez investir de l'argent. Donc lui, le président, il donne son tout président qui est élu dans la main. Maintenant, il y a ceux qui viennent et à ceux qui ne viennent pas. J'entends des gens dire que le MNSD exigerait un poste de Premier ministre. Non. Qui peut exiger un poste dans le cadre d'une élection, après une élection? C'est celui qui aura joué un rôle prépondérant dans cette victoire-là qui peut exiger. Voilà. Le MNSD peut demander, mais ce n'est pas une exigence. Non, le MNSD n'est pas dans une position où il peut exiger tel poste, Non. Le modèle Fandouman en 2011, quand il a soutenu le président, il a exigé des postes. La présidence de l'Assemblée nationale, etc. C'est ça. Les contextes ne sont pas les mêmes. Mais celui qui n'a pas joué un rôle prépondérant dans le cadre de la victoire ne peut que demander. Et on ne peut que lui donner ce qu'on peut donner. Et il va accepter. Parce que il n'est pas dans une position de pouvoir exiger quelque chose. Maintenant, c'est sûr, je l'ai dit, cette situation, il faut qu'on la gère avec une certaine élégance et avec délicatesse. D'autres disent que c'est Bazoum Ahmed qui sera le futur Premier ministre du Niger. Mais soit dans tous les cas, il a les compétences. Bazoum Ahmed a les compétences. Il dirige le parti. Il a été ministre des Affaires étrangères. Il est actuellement ministre de l'Intérieur. Il a les capacités pour gérer la primature, même si c'est cela. Mais j'ai dit, le MNSD, comme l'a dit Mme Abdou, va être patient. Parce que la main tendue du président était là et le MNSD a mis un peu de temps, 3 mois, pour se décider. Ils ont dit, bon, ils vont venir. Maintenant, le président prend acte de cette décision-là, le MNSD Sara. Puisque c'est le bras tendu, le président accepte. Maintenant, le MNSD même, comme il l'a dit, le bureau politique a mandaté son président pour voir les conditions dans lesquelles cette relation-là va se faire. Cette participation de la gestion du pouvoir. Donc, ça veut dire quoi? Ce qu'en fait, au niveau de l'opposition, il y a des gens, c'est eux qui sont en train d'intoxiquer en fait l'opinion. Toutes les informations là que vous voyez dans certains journaux proches de l'opposition là, faisant état de oui, la frustration au niveau du MNSD. Non. Le MNSD Nassala sait très bien. Le principe de sa participation, c'est ça qui est accepté. Maintenant, quand est-ce que le gouvernement sera formé? Ça, c'est dans la plénitude des pouvoirs du président de la République qui déterminera le moment opportun. Pourquoi? Parce que des ministères ont été mis en place tout juste après l'élection. N'est-ce pas? Ces ministères-là ont commencé à travailler. Des projets ont été engagés. La moindre des choses, ce qu'il faut attendre un peu, n'est-ce pas? Le MNSD le sait. Que c'est pas parce que, je l'ai dit sur l'autre plateau, c'est pas parce que le MNSD a fait une déclaration le lundi que le mardi on forme le gouvernement. Très bien. Ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire qu'il y aura un temps pour ça, il y aura un temps de réflexion et c'est le président qui déterminera le moment opportun. Est-ce que c'est en décembre? Est-ce que c'est en 2017? C'est le président qui... Mais le principe de la participation du MNSD Nassara dans le cadre de la gestion du pouvoir a été accepté aussi bien par le MNSD Nassara que par le régime en place. Très bien. Mesdames et messieurs, on revient avec la création du nouveau front de l'opposition nigérienne et nous vous proposons d'abord le reportage de la rédaction. À travers cette déclaration inaugurale du baptême de feu, l'opposition nigérienne a désormais un cadre formel d'expression et de lutte démocratique. Ainsi, le Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République FRDDR remplace la coalition pour l'alternance 2016 COPA, dorénavant mise dans les placards de l'histoire. Militants de l'opposition, le retour à la cohésion sociale prélude au retour à une forme de gouvernance démocratique est assujetti au renoncement de la pratique de détention politique et à l'observance stricte du principe de la séparation des pouvoirs, notamment l'indépendance de la justice. Nous savons par ailleurs le triste sort réservé aux ressources nationales, notamment minières et pétrolières, entraînant une dégradation accélérée des finances publiques et l'effondrement de l'économie de notre pays. Aujourd'hui, il sévit au Niger une ambiance sociale de désespoir, mais hélas aussi de résignation face à ce qui semble être une perte de toute perspective d'espérance pour en sortir. Pour les tenants du Front, plusieurs raisons expliquent sa création, dont le combat contre la mauvaise gouvernance attribuée au régime de la 7e République d'Issou Mamadou. Le FRDDR est avant tout un cadre de concertation, de mobilisation et d'action démocratique ouvert à tous les partis politiques dont le but
est de restaurer et de défendre les acquis démocratiques, de veiller au respect de la Constitution, des lois de la République, des principes et règles de la bonne gouvernance. Dans cette optique, le FRDDR entend combattre le pouvoir personnel, toute forme de discrimination et de velléité dictatoriale. Il veillera également à la sauvegarde et à la gestion rationnelle de nos ressources nationales, à la protection de notre environnement, ainsi qu'à la jouissance par tous des richesses de la nation et au plein épanouissement de chacun. Ainsi, les MDND Kokari, les MND Hankouri, le NDR Termamwa, Racine Hadinkai, les PNDP Akalkassa, Union des Nigériens Unis, l'IDFP Sawaba, l'IDP Aminti, les modernes FA Lumana et les MDC Yerda sont les partis membres du FR-DDR. Mais la grande surprise des Nigériens, particulièrement des opposants, c'est l'absence des leaders Tabat Damoud Boubacar Sissé et les partis labisés de Hussein Salatou. Et voilà. Alors, Maman Abdou, quelles sont les forces et les faiblesses de cette nouvelle formation et de ce nouveau regroupement politique? Bien, la force d'une coalition, c'est pas les membres des partis politiques qui la composent. Moi, je fais observer que dans cette liste des partis qui composent le FDDR, la majorité de ces partis sont méconnaissables sur l'échiquier politique. Méconnaissables? Oui, ce sont des partis. Ça veut dire ce quoi, sont des partis en majorité locale. Il y a d'autres partis qui sont bi-régionales. Il y a des partis qui sont, même le grand parti, c'est un parti bi-régional qui n'est implanté que dans 2 régions. Donc c'est pour vous dire, et les autres partis, effectivement, ce sont des partis locaux. C'est-à-dire que tu ne trouves ces partis que dans une toute petite localité. Quand tu comprends Yarda, quand tu prends comment il s'appelle, Racine Hadinkai, quand tu prends Hakouri, même Hakouri, c'est pas parce qu'à la faveur de ces élections, ils savent que ceux qu'ils ont engrangés comme députés, c'est pas leur voix. C'est des petits partis qui se trouvent dans des localités. Quand je vois, c'est bon. Moi, c'est pas ma composition qui me fait. C'est lorsqu'on dit qu'on a créé cette coalition pour la restauration de la démocratie. Quelle est la restauration de la démocratie? Qui va restaurer la démocratie entre ces regroupements? Il faut que c'est un regroupement des frustrés, des partis qui sont frustrés, qui, à la limite, effectivement, n'ont d'autre choix effectivement que de se regrouper et commencer effectivement à faire ce qu'ils ont entamé à faire depuis 2 ans, 3 ans. Vous voyez, tous les partis qui sont sérieux commencent effectivement à se désolidariser, à les quitter. Quand je vois le soir, c'est des partis qui n'ont même pas des représentants au niveau local. Hein. Quand vous prenez dans des communes, ils n'ont pas de représentants. C'est tellement moi, ça fait plus de 30 ans, 40 ans. 20 ans du moins qu'ils sont créés, mais jamais compétit dans une localité pour aller chercher le suffrage des citoyens. La majorité de ces partis politiques ne compétissent pas. C'est des partis qui sont là pour alimenter la forme, hein? Le CNDP pour les commissions électorales. Ils ne partent pas. Et c'est pour cela qu'à un certain moment sur ce plateau, nous avons bien dit attirer l'attention du ministère de l'Intérieur pour qu'il prenne des dispositions vis-à-vis de certains partis politiques qui, depuis leur création, n'ont même pas tenu de congrès. Ils sont là perchés de cette opposition-là. Ils sont là perchés qui n'ont jamais tenu de congrès. Une simple déclaration constitutive et c'est fini. Ils rentrent dans les activités, ils sont au CNDP, ils sont à la CI. Et voilà, c'est eux qui composent, comment il s'appelle, l'opposition. L'UNI qui a eu la faveur d'être élu pour la première fois avec les voix du MCD, vous voyez, cette fois-ci, qui n'a pas eu cette faveur, il n'est pas été élu, il n'est que dans une localité, dans sa commune, de Kretachi. C'est là-bas qu'il a organisé des conseils. Et alors, et après, Yarda, c'est aussi dans une commune rurale de Naï qu'il a des militants, des conseillers. Il s'est présenté dans la région de Maradi, là-bas qui est chez lui. Plus de 1 million d'habitants n'a pas totalisé 15 000 voix. Et c'est des partis comme ça qui viennent créer une opposition pour dire que c'est une opposition constructive ou ils sont venus pour travailler. Je suis pour la forme. Mais le fait de dire que c'est ils sont libres de oui, ils sont libres de le faire, mais quand même il faut que ce soit des partis
ils sont libres de le faire. C'est ça aussi le sens de cette démocratie. S'il n'y a pas de démocratie, effectivement, ils ne vont pas se développer là-bas. Même moi, sur le concept de restauration de démocratie, quelle démocratie on va restaurer ici? Avec tout ce qui se passe, avec tous ceux qui le font, ils ne sont pas satisfaits de cette démocratie qui est d'autres pays en vie. Au Niger, non, nous sommes en pleine démocratie. Je suis désolé de les apprendre que effectivement le concept qu'ils ont choisi effectivement est mal approprié et mal venu. Eux-mêmes ils savent que le Niger est un pays démocratique, est un pays parce que c'est pas eux qui veulent, c'est pas avec eux qu'on va vivre la démocratie, parce que l'histoire est là pour le montrer et pour le dire que effectivement lorsqu'ils ont gouverné effectivement tout. La gouvernance était décrite de partout, de l'intérieur comme de l'extérieur. Très bien. Alors, Garé, est-ce que cette réorganisation de l'opposition nigérienne ne s'inscrit pas dans la perspective des législatives de janvier prochain? Local. Les élections locales de janvier, du 20 janvier prochain. Oui, c'est-à-dire que l'opposition est obligée de se réorganiser. Mais il faut bien le dire, cette opposition, elle est vraiment en peine depuis pratiquement 3 ans. D'abord, avec les élections de 2011, ils ont fait l'ARN. Ils ont fait l'ARDR. Ils ont fait le FPR. Ils ont fait la COPA 2016. Maintenant, ils viennent de faire le FRDDR. Ça fait 5 en quelques années. Ça prouve qu'il n'y a pas la sérénité au sein de l'opposition. C'est-à-dire que... il n'y a pas d'efficacité. Non, ça va dans tous les sens. C'est-à-dire que à chaque fois, on change, on fait ceci, on change, on fait ceci, on change. Il y a un mal-être de l'opposition. L'opposition, dans sa configuration, il y a un mal-être. Vous comprenez? C'est-à-dire que, et puis il a dit, j'ai vu une dizaine de partis politiques. Bon, en fait, il y en a qui sont venus pour grossir les rangs. Vous comprenez? Mais il y a combien de partis? Il y a Lumana, il y a Hangouri, qui est un parti modeste, mais qui a eu de l'envergure grâce à Mama Ousmane, il faut le dire. Hein. Parce que sans Mama Ousmane non plus, c'est pas ce que les gens voient là. Vous comprenez? Donc, c'est Mama Ousmane qui a fait le Hangouri. Bon, donc, et Mama Ousmane, on sait que il a été le candidat de Hangouri, mais on sait qu'en 2021, Mama Ousmane sera probablement le candidat du parti RDR, qui n'est pas aussi dans le regroupement, qui regroupe les classiques de CDS, de l'ancienne CDS. Vous comprenez? Donc, en réalité, dans ce regroupement-là, il y a le Lumana, il y a Lumana et d'autres partis extrêmement modestes. Et encore comble de malheur pour cette opposition, c'est que non seulement le MNSD a quitté pour partir avec la mouvance présidentielle, mais l'UDR Tabat, qui est aussi un des grands partis de l'opposition, n'est pas dans cette coalition. Donc, ça veut dire que vraiment, il y a des problèmes. Mais c'est normal qu'ils se réorganisent, n'est-ce pas? Puisqu'il y a une nouvelle situation qui a été créée, les anciens alliés de l'opposition sont en train de quitter le navire, donc il faut qu'ils se réorganisent pour se donner une nouvelle visibilité. Base. Ça c'est normal, vous comprenez. Mais dans les principes, moi je peux comprendre, on dit les couleurs et les goûts, on ne discute pas. Très bien. Ils disent on va restaurer la démocratie. Ça veut dire qu'au Niger n'a pas la démocratie. Et qui va le dire? Parce que l'opposition a perdu les élections, il n'y a pas la démocratie au Niger, c'est ça le principe. Quand on perd les élections, c'est qu'il n'y a pas la démocratie. C'est ce que Jean Ping est en train de faire au Gabon. Si c'est pas moi, c'est le chaos, c'est ça. Ou quand c'est pas moi là, c'est pas bon, c'est ça le principe. Non. Très bien. On est en pleine démocratie. Bon, maintenant l'opposition est mécontente, c'est tout à fait normal, n'est-ce pas? Et c'est tout à fait normal qu'elle se réorganise. Mais il ne faut pas qu'elle se perde d'objectif. Au Niger, dans la démocratie, qui est là, pleine, visible, n'est-ce pas? Vivace. Et c'est pour ça qu'en quelques années, ils ont fait plus de 5 regroupements c'est parce qu'il y a la démocratie. Vous comprenez? Le Niger est un pays démocratique. Et maintenant, l'opposition aussi dans son bon droit de vouloir s'opposer à ce régime. Vous comprenez? Parce que bon, ils se disent qu'ils sont dans leur logique. Parce qu'une opposition, elle s'oppose. Moi, je comprends. Très bien. Mais j'ai dit, effectivement, il a dit, il y a des partis microscopiques qui ne valent rien du tout. Mais très bien. Maman Bachar, pourquoi l'UDR Tabat d'Amadou Boubacar Sissé ne fait pas partie du nouveau front ainsi que les organisations de la société civile? Oui, moi, je pense qu'avant de répondre à cette question, il y a des Oh, éléments. le temps, Maman Bachar, le temps. Malheureusement, on ne peut pas faire un débat comme ça. Très vite, Ça très veut dire vite, quand très vous vite. laissez
certains s'étaler, il faut aussi laisser... Étalez-vous, alors étalez-vous, alors étalez-vous. Donc, je constate, en ce qui concerne les partis politiques, de part et d'autre, que ce soit ceux de la mouvance présidentielle, que ceux de l'opposition, il y a ces partis microscopiques. Donc, ce n'est pas normal que quand eux, ils s'expriment en tant qu'opposants, on les traite comme ça. Il faut également traiter tous les partis de la même manière. Deuxième aspect, la question de représentativité, elle est réglée par la charte des partis politiques. Et le ministre de l'Intérieur est le garant de l'application de la charte des partis politiques. Quand il va l'appliquer aussi bien pour les partis qui sont à la mouvance présidentielle que ceux de l'opposition. Les considérations, c'est quoi? La première considération, c'est que le parti doit d'abord avoir un caractère national. Il doit avoir 5 représentations au moins dans 5 chefs-lieux de région avec des sièges animés. Donc des sièges réels, pas des sièges fictifs. C'est-à-dire où il y a un personnel qui travaille qui n'est pas pour le parti. Cas, oui, au moins dans 5 régions. Ça c'est dit dans la charte des partis politiques. Le parti politique doit aussi tenir régulièrement ses assises, notamment le congrès, les assemblées générales et autres. Il y en a ceux qui ne les tiennent pas. Quand on a mené ces débats-là, que ce soit au niveau du Conseil consultatif national et même à la conférence nationale, l'idée c'était le multipartisme intégral. À partir du moment où on l'a accepté, c'est que même demain, vous allez avoir des partis politiques qui ne rempliront même pas une classe et qui auront l'envergure d'un parti politique lorsqu'il sera question à ce qu'il siège au niveau du Conseil national de dialogue politique. Ça, c'est une aberration nigérienne. Donc, c'est à nous maintenant de nous asseoir, de voir notre démocratie. Est-ce qu'on peut continuer à fonctionner ainsi? Et si on définit des critères, au moins qu'on dise qu'un parti politique doit avoir au moins des conseillers, élus, ça peut un peu améliorer les choses. En ce qui concerne l'autre aspect plus sémantique, les partis politiques, ils auront toujours des terminologies. On ne peut pas les juger pour ça. S'ils disent qu'ils veulent restaurer la démocratie, le pouvoir n'a qu'à démontrer qu'on est bien dans un pays démocratique. Et le problème est réglé. Et je ne pense pas que dans notre rôle ici, en tant que ceux qui doivent contribuer à éclairer l'opinion publique sur ce qui se passe, nous ne sommes pas dans la position de prise de position partisane ici. Donc on doit être le plus objectif possible dans nos analyses, de mon point de vue. Très bien. Donc de ce fait, je constate que dans ces partis, malgré qu'ils soient microscopiques, il y a quand même des partis qui étaient de gauche, ou en tout cas les membres qui les composent ou qui les ont créés sont de gauche, et ils étaient dans des partis qui étaient à la mouvance présidentielle. Je vais parler ici par exemple de Yarda, et Maître Sele n'est pas n'importe qui au PNDS, au moins en tout cas où il l'a quitté, et il a créé ce parti-là avec notamment Sabo Seydou, Madame Bayard. Oui, c'est des exemples. On ne va pas revenir. Voilà, Sawaba, c'est aussi un symbole de lutte anticolonialiste. Même si aujourd'hui, du point de vue de nombre, il ne représente pas grand-chose sur l'échiquier politique. Je pense que c'est des choses qu'il faut relever quand on fait des analyses politiques. On n'est pas dans une analyse politicienne ici. Vous êtes bien compris. Voilà, ça on s'est bien compris. Maintenant, le problème que vous posez de leader Tabas, ce n'est pas un leader Tabas seulement. Il y a aussi le porte-parole de l'opposition, Hussein Salatou. Donc, qui est quand même, de mon point de vue, un enjeu important. Si aujourd'hui, le pouvoir parvient à les récupérer pour l'amener dans la barque du MNSD, mais c'est une victoire politique. Parce que pendant longtemps, c'était lui qui incarnait l'opposition. Il était complètement le porte-parole attitré. Aujourd'hui, qu'on ne le voit pas dans cette recomposition, peut sous-entendre qu'il a décidé
de rejoindre l'autre camp. Deuxième aspect qu'on a remarqué, ce n'est pas seulement l'UDR Tabat qui n'était pas présente donc à la constitution de ce regroupement-là, mais c'est aussi les personnalités composant les partis que vous venez de citer. Effectivement, Où très bien. sont les grandes figures de tous ces partis-là que vous avez cités? On a vu que des personnes, en tout cas, qui n'étaient pas très bien connues à l'intérieur de ces structures. Très bien. Je crois que vous êtes bien fait compris, Maman Abdou. Mesdames et messieurs, les fronts, en tout cas, on en a connu assez. Mais pour quel résultat? Suivons ce reportage. Depuis le début du processus démocratique au Niger, au lendemain de la conférence nationale souveraine, nos partis politiques tous bords confondus ont formé des alliances de nature et de contre-nature. En effet, de 1994 avec l'alliance PNDS-Taraya et MNSD Nassara, en passant par celle de 1999 avec le MNSD Nassara CDS Rahama. En 2004, le RDP et le PNDS-Taraya, ou encore en 2011 avec Modem Lumana PNDS-Taraya. Tout récemment, en 2016, l'alliance entre PNDS-Taraya et MNSD Nassara. La question de la morale, ou disons de l'éthique et de l'idéologie de nos hommes politiques se pose avec acuité, ce qui pour certains doit être en principe au devant de toute action politique. Parce qu'il est important dans un pays que des valeurs prévalent, que des principes, que l'éthique vraiment guide l'action politique. Il est fondamental que cela soit. Nous sommes contre la pensée unique. Nous sommes contre vraiment l'embastillement. Vraiment, le fait que les libertés publiques ne sont pas respectées. Nous sommes pour le fait que la justice soit juste et qu'elle le soit pour l'ensemble des Nigériens. Nous sommes tous des enfants de ce pays, libres et égaux. Nous avons tous les mêmes droits, on a les mêmes devoirs. Il n'y a pas de super Nigérien. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de prince héritier de la politique et puis du bétail électoral. Non, nous sommes tous égaux. Selon Mme Bayer, même si certains hommes politiques ont perdu le repère, elle demeure convaincue de son engagement politique. En politique, il y a des principes. Il y a le sens de la parole donnée. Il y a le sens des engagements qu'on a pris. Il y a le sens du consensus et de la vérité. Il y a le sens de la justice. Donc il faudrait que toutes ces valeurs qui sont fondamentales pour le fonctionnement d'une société, qui sont fondamentales pour un pays, il faut que toutes ces valeurs aient cours dans le fonctionnement régalien vraiment des institutions de la République. Au Niger, la question de la morale en politique est toujours d'actualité entre le pouvoir et l'opposition. Et voilà. Maman Abdou, qui est le principal moteur de ce nouveau front de l'opposition? Je ne sais pas. Moi, ça ne m'intéresse pas, je ne sais pas. C'est des partis politiques, comme je le disais tantôt, je vais le répéter aussi, et je le répéterai demain, qui ne représentent rien, absolument rien sur l'échiquier politique, qui ont décidé de se retrouver pour faire un front. Et que je dis aussi, et que je maintiens, du point de vue du concept, quand ils disent qu'ils vont restaurer la démocratie, je m'inscris en faux, qu'il y a bel et bien une démocratie au Niger. Et le concept est mal approprié pour qu'eux le disent, qu'ils ont des regroupements de fonds pour restaurer une démocratie. Ils peuvent, et ça je l'admets, ils peuvent se regrouper, mais pas pour restaurer une démocratie. Parce qu'eux ne peuvent pas restaurer la démocratie parce qu'ils ne connaissent pas la démocratie. Et je le maintiens aussi. Donc c'est pour vous dire que s'ils se sont retrouvés pour faire ça, c'est un pour eux. Nous, en tant qu'observateurs, on va juger par rapport à ce qu'ils seront amenés à faire. Mais ils ne disent pas qu'ils vont restaurer la démocratie. Ils vont restaurer autre chose, ou ils vont cultiver autre chose. Que la démocratie. Que la démocratie. Très bien. Ça, nous le savons. Et nous allons les critiquer par rapport à cela. Je dis bien qu'ils ne sont pas qualifiés, eux, sur le que j'ai vu pour restaurer une démocratie. Vous ne croyez pas à leur compétence, vous ne croyez pas à leur valeur. Eux ne sont pas des démocrates. On a un prix individuellement, ils ne sont pas de vrais démocrates. Ils profitent de la démocratie. Ils profitent de la démocratie. Et effectivement, c'est leur opinion aussi. Mais quand même, ce n'est pas à eux
de dire aux Nigériens qu'ils vont restaurer la démocratie, parce que cette démocratie, elle est vivace. Et même celle que vous avez interviewée, j'ai dit qu'effectivement, elle reconnaît qu'il y a la démocratie. S'il n'y a pas la démocratie, il ne va pas s'exprimer et continuer à s'exprimer de telle ou telle façon. C'est pour vous dire qu'effectivement, tout ce qu'il avait rappelé, ou bien tout ce qu'il avait dit, ça c'est des opinions classiques que les politiciens utilisent. C'est des jeux de mots que les gens utilisent selon qu'ils soient de ce côté ou de ce côté, mais ce n'est pas à elle d'apprendre la morale politique à certains des essentiels. C'est son point de vue. Oui, j'ai dit, effectivement, moi-même j'exprime mon point de vue parce que hier ils étaient avec eux. Et c'est parce qu'effectivement ils ont des intérêts, leurs partis politiques avaient des intérêts dans ce regroupement qu'ils étaient là-bas. Maintenant que l'intérêt n'y est plus, ils sont obligés de rester. Même qui semblent être obligés ou bien qui sont capables d'être de l'autre côté, eux aussi, ils n'ont qu'à respecter le choix. Je dis qu'il est mal approprié, mal indiqué pour apprendre la morale politique à certains effectivement, qui aspirent à diriger ce pays. Très bien. Il y a des moments de lutte, il y a un moment d'observance. Effectivement, nous sommes dans un truc d'intérêt. Les partis politiques concourent effectivement à la gestion du pouvoir, et à l'exercice du pouvoir. Cette fois-ci, ce n'est pas arrivé. Donc, il faut que le parti et les dirigeants de ce parti défendent les intérêts de Très bien, je crois que c'est bien compris. C'est pour défendre effectivement les intérêts du parti, même si par ailleurs ils sont partis pour défendre très bien. Garé, alors d'autres sources indiquent que Maman Ousmane et Amadou Boubacar Cissé ne s'adressent plus la parole depuis quelque temps. Quel est le fondement de cette mise-entente entre Amadou Boubacar Cissé et Maman Ousmane? Mes ententes supposées, parce que c'est les rumeurs. Vous savez, j'aimerais quand même réagir par rapport à ce que Bachar a dit ici. Ici, personne ne prend des positions partisanes. Nous faisons des analyses, nous faisons des critiques par rapport à la situation. C'est ce qu'on nous demande, c'est pour ça qu'on nous invite sur un plateau. Qu'est-ce que vous pensez de ça? N'est-ce pas? Quelle appréciation faut-il de ça? Et on donne nos appréciations. C'est la liberté. Nous sommes libres d'apprécier, dire que, ah oui, selon nous, voilà ce qui se passe. Et que selon nous, ça, c'est pas possible. Vous savez, la création des fronts, la restauration de la démocratie, le FRDD, il a été créé comment? C'est après le hold-up de Barré. N'est-ce pas? Donc, pour la restauration, quand il y a des régimes d'exception, qu'on considère comme des régimes d'exception, c'est-à-dire soit des militaires qui sont au pouvoir, maintenant on crée un front pour la restauration de la démocratie, des militaires qui ne veulent pas partir, qui ne veulent pas quitter le pouvoir. Mais quand il y a dans un régime civil où il y a une compétition électorale, où des jeux électoraux ont été faits, ont été validés, approuvés par la communauté internationale, vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas de la démocratie. Ce n'est pas parce que vous êtes mécontent. C'est ce qu'on est en train de dire ici. Nous ne sommes pas en train de soutenir un camp ou un autre. Très bien, c'est bien compris. Je crois que c'est bien compris. Oui, voilà. Et concernant Mme Bayar, c'est une dame que je respecte beaucoup. Comprenez? C'est une femme pour laquelle j'ai un profond respect. Pourquoi? Parce que c'est la première femme à être candidate à une élection présidentielle. Et c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Donc cette mais femme. Voilà. Oui, elle a non mais c'est important. Je vous assure, c'est une femme que je n'arrive pas à la critiquer. J'ai un profond respect pour elle. Vous comprenez? Je n'arrive pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais vraiment, c'est une femme que je respecte beaucoup. Et même demain, je la respecterai. Parce que c'est une grande intellectuelle et c'est quelqu'un qui a eu le courage en 2011 de se porter candidate, n'est-ce pas? Cette fois-ci, elle ne s'est pas portée candidate, mais quand même, je lui voue vraiment un grand respect. Donc, maintenant, la supposée... Très brièvement, vous pensez que... Vous savez, les gens ont une conception de la politique qui est un peu biaisée. Ils pensent que non. Quand, par exemple, les gens pensent par exemple que maintenant que le MNC Nassara va avec la mouvance présidentielle, ils pensent qu'automatiquement Seyni et Ousmane ne se parlent pas, ou que Seyni et Hamou ne se parlent pas. Non, c'est pas comme ça la politique. Les gens n'ont rien compris. Est-ce que vous pensez que parce que les gens se sont combattus le cas des élections là, que Issoufou et Moumou Ousmane ne correspondent pas ou qu'il n'y a pas de contact? Les gens n'ont rien compris du tout. Et c'est pourquoi j'ai dit il y a une culture politique qui est vraiment dégradée au Niger. Les partis politiques doivent former leurs militants pour qu'ils comprennent que la politique, c'est pas ce que vous croyez. C'est pas des relations personnelles. Très bien, très bien. Donc, moi, je ne crois pas à cette entente entre Cissé et Ousmane. Je ne crois pas du tout. Très bien. Alors, Maman Bachar, avant de boucler ce chapitre, puisque nous allons entamer un autre chapitre, je ne sais pas si vous avez quelque chose à réserve. Non, en fait, tout simplement, je signale à M. Garé qu'en fait, il a dû prendre de travers ce que j'ai dit. J'ai fait une mise au point pour que les gens comprennent que nous ne sommes pas des représentants des non, c'est ce que nous faisons. Partisans. Nous donnons des points de vue. Nous donnons des points de vue. Et nous faisons des analyses. Selon moi,
que ces points de vue-là doivent être exprimés de la manière la plus objective. Et je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Laissez-le garer. Les partis Laissez-le garer. Laissez-le garer. Laissez-le finir. Donc ils existent des partis. Voilà, ça je suis d'accord. Une critique, Ça je suis d'accord. mettons les choses sur la table Ça, et voyons ce qui constitue l'intérêt général et on se détermine par rapport à cela. Je crois qu'on s'est tous bien compris. Très bien. Oui. Mesdames et messieurs, après la République serbe du Burkina Faso, le Niger vient d'interdire formellement toute exportation de l'âne à travers un arrêté du ministère de l'Élevage, du ministère de l'Intérieur et des Finances, et celui des Finances. Cette espèce en voie de disparition constitue de nos jours un véritable moyen de transport au Niger. Depuis quelque temps, le prix de l'âne connaît une augmentation passant du coût de 40 000 à 110 000 francs CFA et sont directement acheminés vers certains pays asiatiques à travers le Nigeria. Mais avant, allons à la découverte de cet animal sous menace. Oui, l'âne est un mammifère de la famille des équidés. C'est un animal herbivore qui se nourrit de fleurs, de foin et bien d'autres graines. L'âne boit régulièrement de l'eau et consomme 10 à 15 litres d'eau par jour. Lorsque l'âne braie, c'est qu'il a faim ou qu'il n'est pas du tout content ou encore lors de l'accouplement. On emploie couramment les expressions bête ou têtu. Mais ce qu'il faut comprendre à ce niveau, l'âne ne doit cette réputation qu'au fait qu'il est très prudent dans sa vie. À titre illustratif, lorsqu'un âne juge un passage dangereux et qu'il n'a pas confiance en son maître, alors il refuse catégoriquement d'avancer aveuglement, même si on le frappe. L'espérance de vie d'un âne varie entre 30 et 40 ans et parfois même 50 ans. C'est un animal qui est très peu malade. L'âne est un animal sans problème qui déteste la solitude. C'est pourquoi il est capable de sceller des liens d'amitié avec d'autres animaux comme le cheval, la chèvre et le mouton. Il en a de même pour l'accouplement. Il possède au total entre 38 et 42 dents. Sa taille varie selon leur race et peut mesurer environ 1,65 m. Son poids varie et va de 70 kg à 500 kg. On reconnaît surtout l'âne à ses longues oreilles. Oreilles qui peuvent d'ailleurs pivoter de façon indépendante à 180 degrés, ce qui lui permet de percevoir tous les sons autour de lui. L'âne se met bas généralement à un seul anon. À la naissance, le petit pèse 10 et 40 kg et se redresse déjà au bout d'une vingtaine de minutes après sa naissance. Il est partout sur le continent africain, pour la plupart utilisé pour le transport et autres travaux agricoles. C'est un animal très patient et peut sauter jusqu'à 1,25 m. Dans certaines familles nigériennes, l'âne est symbole du début de la fortune et de la nourriture pour d'autres populations africaines. Eh bien, voilà Maman Abdou. Est-ce que ce décret va permettre d'arrêter immédiatement ce commerce, surtout au niveau de nos frontières? Bien, l'essentiel ici, c'est que les autorités en charge effectivement de l'élevage ont perçu le danger qui guette effectivement cette espèce, qui fait la joie et le bonheur de certaines familles nigériennes. Donc c'est un excellent moyen de transport qui est endurant, comme vous le dites, qui est patient et qui supporte n'importe quel genre de travaux et qui vraiment fait la fierté de certaines familles au village, puisque celui qui transporte tout, l'eau, les femmes enceintes, les femmes enceintes, avec la charrue, avec effectivement les récoltes. Donc si effectivement aujourd'hui les autorités en charge de l'élevage ont pris ce décret, je pense que c'est pour protéger cette espèce et par ricochet effectivement garder cette manne chez certaines familles. C'est vrai, on ne peut pas tout empêcher parce que même ces familles-là ont besoin effectivement de vendre ces chameaux, ne serait-ce que c'est à l'intérieur du pays,
pour que effectivement ils subviennent à certains de leurs besoins. Moi, j'ai dit que le décret est bien approprié, mais il ne faut pas qu'il soit formellement, c'est-à-dire parce que effectivement d'un pays à un autre, effectivement le prix varie. Donc pour permettre effectivement à ces familles d'avoir des ressources nécessaires qui vont leur permettre de se prendre en charge, il faut que on trouve d'autres mécanismes effectivement pour les amener à exporter ça, même si c'est de façon officielle cette fois-ci, c'est le ministère effectivement en collaboration avec le ministère qui vont décider effectivement, puisqu'il y a des troupeaux. Il y a des troupeaux dans ce pays. Quand vous partez dans la région d'Agadez et d'Ifa, effectivement c'est des grands troupeaux que vous allez voir dans les plus. Pour vous dire qu'il y en a assez. Il y en a assez et que c'est vrai, il faut diminuer, mais quand même il faut que trouve une autre possibilité qui va permettre à certaines familles, puisque c'est des troupeaux énormes prison, à avoir exporté ça en collaboration, j'ai dit bien, avec le ministère en charge de l'élevage. Très bien. Gary, on a comme l'impression que même Abdou voulait dire que le ministre en charge de l'élevage doit revoir un peu cet arrêté afin de permettre aux familles de continuer à vendre leurs animaux, surtout que ça a augmenté de 110, 120 000, c'est ce qu'il voulait dire. Vous partagez le même avis? Oui, non, mais enfin, ce que j'ai dit, c'est que, en fait, il faut bien comprendre pourquoi le ministère a pris cette décision d'interdire l'exportation de l'âne. Au Niger, nous ne mangeons pas de l'âne. Vous comprenez? L'âne est utilisé, comme il a dit, c'est le moyen de transport le plus facile dans le village le plus reculé. C'est vraiment le moyen de transport abordable. C'est avec l'âne qu'on va au champ, avec l'âne qu'on transporte sur une charrette les malades au niveau des centres hospitaliers, etc. etc. Donc c'est le moyen le plus simple. Maintenant, dans certains pays, la viande de l'âne est appréciée. Dans certains pays asiatiques, comme vous l'avez dit. L'âne est une denrée. D'ailleurs, ils rigolent. Quand ils viennent ici, on leur dit que oui, l'âne coûte 40 000. Le mouton coûte 120 000, ils éclatent de rire. Ils disent que le Nigérien, c'est pas la peine. L'âne est plus gros que le mouton. Plus gros, c'est beaucoup de viande. Comment se fait-il que. On leur dit que non, nous, on ne mange pas l'âne. Mais là-bas, eux, ils mangent l'âne. Donc l'âne est devenu une denrée extrêmement importante. Maintenant, le risque, c'est quoi? C'est que, vu la flambée, 120 000 pour un âne. Qui lui crut? 120 000. Alors, avec cette montée en flèche du prix de l'âne, qui certainement sera revendu à 300 000 dans les pays asiatiques, 300 000 sinon plus, eh bien, on risque d'avoir des problèmes au niveau des villages nigériens. Parce que la tentation de l'argent va faire que les gens vont voir leur seul moyen de transport. Et quand ils seront dans des situations où ils auront des malades graves ou des femmes enceintes qui doivent être évacuées, ils seront dans une situation où ils n'auront plus de moyen de transport. C'est pourquoi c'est par mesure de précaution que le ministère de l'Intérieur a fait ça. Il faut préserver ce moyen de transport là au niveau des villages. Très bien. Maintenant, je pense que on ne peut pas obliger quelqu'un à ne pas vendre. C'est comme une maison. Vous choisissez de vendre. Maintenant, ce que je pense, il faut sensibiliser les gens sur le fait que, attention, ne voyez pas l'argent que vous allez avoir en vendant votre âne. Dites-vous que ce temps-là, c'est un moyen de transport important. Et que pour le moment, l'État n'est pas dans la capacité de faire en sorte que chaque village puisse avoir un moyen de transport. On n'est pas encore arrivé à là. Peut-être on y arrivera dans 50 ans, 100 ans peut-être. Mais pour le moment, je dis dans les villages reculés, les moyens de transport, ce sont les ânes. Très bien. Alors, Maman Bachar, puisque vous avez vu, il reste quelques oui, justement, moi je pense que c'est une mesure qui doit être juste un peu améliorée, c'est-à-dire sensibiliser les différents acteurs de la filière sur la nécessité, en tout cas, de réduire substantiellement, donc surtout la tendance à l'exportation. Le risque ici, c'est que si on prend une mesure qui a un caractère absolu, on risque de développer aussi la contrebande, puisque vous savez que nos frontières sont assez poreuses. Notre frontière avec le Nigeria, elle s'étend sur plus de 1100 km. Et à travers les 1100 km, vous ne pouvez pas placer partout des gardes frontières pour empêcher à ce que l'exportation puisse avoir lieu. Donc, il y a plutôt, de mon point de vue, une nécessité de sensibiliser les paysans pour qu'ils comprennent que, certes, ils ont besoin de ressources financières, notamment en vendant leur bien, qui est à l'espèce ici un animal, mais il y a également la nécessité
de garder à suffisance donc une quantité au niveau national pour la reproduction et la régénération, puisqu'il joue aussi un rôle dans la préservation de l'environnement. Comme vous le savez, l'âne, il mange presque tout. C'est-à-dire qu'il n'a pas beaucoup d'exigences en matière alimentaire. Il est un animal endurant et il est un animal qui dure en termes de nombre d'années. Donc vraiment, c'est un animal assez économique. Donc de mon point de vue, c'est l'État maintenant même qui doit peut-être même appuyer les paysans pour qu'il y ait des ranchs de reproduction, pour que ça soit aussi un produit d'exportation. Si ailleurs on a besoin de ça et que cela nous amène des ressources, donc autant développer cela, puisqu'il y a des besoins ailleurs, on va le vendre et on va se faire aussi dessous des autres à travers justement ces moyens-là. Donc moi je pense qu'il faut faire cette activité de sensibilisation de manière intensive, surtout à travers des activités telles que les cures salées et autres, pour que les éleveurs comprennent justement cet enjeu-là et qu'ils prennent en charge également l'élevage des ânes, puisque ça devient un enjeu. Voilà. Il faut créer des ranchs. Très bien, je crois que c'est bien compris. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de ce JT politique. Merci de nous avoir suivis. Nous avions reçu Maman Abdou à ma droite. Maman Abdou est le docteur de publication du journal La Lettre des Citoyens. Dit la gauche, oui, si vous voulez. Gary Amadou, donc journaliste professionnel, et Maman Bachar, coordinateur national du Rosé Espérance. Merci, chers invités, d'être venus. Merci également à l'équipe technique. À tous et à toutes, à la semaine prochaine, Dieu voulant.